Le Japon bat des records de visiteurs et le nombre de résidents étrangers n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et forcément, cela commence à susciter des réactions. On arrive à un moment où, malgré les bénéfices économiques du tourisme et de la main-d'œuvre étrangère, le pays change de ton. Certaines dérives sont désormais clairement pointées du doigt, surtourisme dans des villes saturées, hausse d'incidents, abus du système tax-free, impayé d'assurance santé et j'en passe. Résultat, le gouvernement veut reprendre la main et a préparé une série de mesures dont certaines seront effectives dès 2026. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui est déjà en train de changer et ce qui est sérieusement discuté pour les prochains mois. Et cela que vous prévoyez de venir voyager au Japon en 2026 ou que vous viviez déjà ici. On va parler de taxes voyageurs, permis de conduire, assurance santé, visa et résidence et même de la possible fin du tax-free. Et je vais vous dire ce que chaque mesure change concrètement pour vous. Mais avant de vous parler des règles qui risquent de se durcir, il y a un truc qu'il faut qu'on aborde et qui, lui, ne devrait pas être une galère quand tu voyages, c'est ta connexion internet. C'est l'accessoire Uno de tout voyageur. S'il y a bien un truc qui pourrait te pourrir tes vacances, c'est d'avoir une connexion qui rame ou qui galère. T'as pas envie de t'enquiquiner avec ça, surtout que t'es là que pour quelques jours et le temps, c'est de l'argent. On ne va pas tourner autour du pot, il vous faut une eSIM. C'est une carte que vous pouvez installer directement sur votre téléphone, donc pas de SIM physique à chercher à l'aéroport, pas de pocket Wi-Fi à récupérer ou à recharger, pas de choc en regardant ta facture téléphonique au retour. Et forcément, je recommande Olafly parce que c'est ce que j'utilise personnellement à chaque fois que je vais à l'étranger, parce qu'ils ont des forfaits dans plus de 200 destinations en data illimitée. Tu choisis ton forfait et sa durée sur leur site, tu reçois un QR code par mail, tu le scannes et quand tu atterris au Japon, hop, tu as déjà internet sur ton téléphone et sans frais cachés. T'es opérationnel d'entrée de jeu, prêt à traduire tous les snacks du combini à l'aéroport. Donc si tu prévois de voyager au Japon dans les mois qui viennent, je te mets un lien dans la description pour obtenir Olafly et avec mon code promo qui s'affiche à l'écran, tu vas avoir 5% de réduction. Donc voilà, pendant que le Japon complexifie ses règles, toi, simplifie-toi la vie. Aujourd'hui, le Japon compte plus de 3,7 millions de résidents étrangers, alors qu'il y en avait environ 2,8 millions il y a 5 ans. C'est une hausse de plus de 30% en très peu de temps, et pour un pays où la population baisse, c'est un changement énorme dans le paysage social. Côté tourisme, le constat est le même. En 2024, il y a eu 35 millions de visiteurs, un record absolu qui risque d'être battu cette année encore. On est sur une augmentation non négligeable dans un pays où certaines villes avaient déjà du mal à absorber les foules il y a 5 ans. Et forcément, cette double hausse de touristes et de résidents étrangers, ça crée des tensions. Dans les grandes villes, on voit par exemple des bus ou des métros qui saturent, surtout à Kyoto, Kamakura ou autour du mont Fuji. Les infrastructures n'ont pas été pensées pour un tel volume. Pour les résidents étrangers, il y a aussi des sujets sensibles. Par exemple, dans l'arrondissement de Shinjuku, le gouvernement pointe du doigt un trop grand nombre d'étrangers qui ne se seraient pas acquittés de ces cotisations d'assurance santé. Autre source de préoccupation, la route, avec un nombre d'accidents grandissant impliquant des étrangers. La conversion du permis étranger a été très simplifiée pendant des années, comme pour les Français où une simple traduction de son permis permet de conduire au Japon. Mais les autorités japonaises ont ouvert des discussions pour durcir les conditions. Ils veulent s'assurer que tout le monde maîtrise les règles et spécificités de la conduite japonaise, qui se fait à gauche et qui peut surprendre du coup. Le système tax-free est lui aussi très impacté. Il devait permettre aux touristes d'acheter hors taxe pour rapporter les produits chez eux, sauf que dans les faits, certains en profitaient pour revendre les articles au Japon sans payer la TVA. Enfin, certains comportements touristiques ont créé des frictions, parfois par méconnaissance, parfois à cause des réseaux sociaux. Et cela a clairement contribué à accentuer ce sentiment de mise en alerte des autorités. Alors qu'est-ce qui va concrètement changer pour les touristes? Je vais tout vous dire, à commencer par le système de tax-free. Au Japon, la TVA est à 10%. Aujourd'hui, quand un touriste vient au Japon, il peut acheter plein de choses sans payer cette TVA de 10%, simplement en montrant son passeport en caisse. C'est le système du tax-free instantané. On paye les prix hors taxe directement, sans aucune démarche supplémentaire. C'est rapide, pratique et ça a énormément participé à l'engouement des touristes pour le shopping au Japon. Ces dernières années, ce système a été massivement détourné, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de personnes qui achetaient ici au Japon sans payer de TVA et qui, au lieu d'emmener les produits hors du pays, les revendaient directement sur place. Et cela, forcément, pour le pays, ça représentait un énorme manque à gagner. Avec le boom du tourisme, même des fraudes marginales prennent soudain des proportions gigantesques. Le gouvernement considère que le système est devenu trop poreux, trop difficile à contrôler et que ces pertes potentielles de TVA ne sont plus acceptables. C'est pour ça qu'une réforme totale a été votée, donc à compter du 1er novembre 2026, la remise de cette TVA ne sera plus instantanée. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire vos achats, vous allez acheter plein pot, TVA incluse, et c'est lorsque vous allez rentrer chez vous en passant par l'aéroport, vous allez faire cette demande de remboursement de la TVA. Donc vous allez vous présenter aux douanes avec vos achats et vos reçus, et vous pourrez bénéficier de ce remboursement. En fait, c'est à peu près le même principe que l'on a en France. Par exemple, moi, chaque fois que je rentre à Paris, je fais mes petits achats, etc. Et puis quand je veux me faire rembourser, je présente mes bordereaux directement à Charles de Gaulle, on me rembourse, et voilà. Donc il faudra bien garder les tickets, faire la queue, prévoir du temps en plus à l'aéroport et transporter les produits jusqu'au
jusqu'au guichet de remboursement au cas où on vous les demanderait. Et ce changement pourrait n'être que la première étape. Une partie du PLD, le parti au pouvoir au Japon, estime que le tax-free coûte trop cher au pays, qu'il est trop facilement détourné et qu'il profiterait davantage à un petit nombre de revendeurs qu'aux vrais touristes. Certains élus souhaitent aller beaucoup plus loin et supprimer purement et simplement le tax-free dans les prochaines années. Pour l'instant, ce n'est qu'une proposition, mais elle est discutée au plus haut niveau, ce qui montre bien que la question n'est plus taboue. En soi, le fait que le remboursement se fasse à l'aéroport, c'est pas la mer à boire non plus. Le seul truc un petit peu chiant, c'est que la plupart des touristes, souvent, ils vont se retrouver avec une valise pleine de cadeaux, de souvenirs, de produits achetés, etc. Et si le douanier demande à vérifier chaque produit et chaque facture, ça risque de pas forcément être le moment le plus fun. Voilà, même si je doute que cela n'arrive, parce que ce serait vite le bazar, ça prendrait un temps fou. Je pense que ce sera surtout en fait les achats de grosses valeurs ou qu'ils vont demander à check. Par exemple, moi en France, quand j'ai acheté ma Switch 2, le douanier m'a demandé si je l'avais bien sur moi, etc. Autre chose qui va changer, c'est l'augmentation de la taxe de départ. Depuis 2019, toute personne qui quitte le Japon, qu'elle soit japonaise ou étrangère, paie automatiquement une taxe de sortie de 1000 yens, soit 5,50 €. Elle est incluse directement dans le prix du billet d'avion, donc en soi, on ne la voit même pas passer. Avec l'explosion du tourisme, cette petite taxe, elle rapporte déjà plus de 276 millions d'euros par an, ce qui en fait une source vraiment non négligeable pour le pays. Sauf que du point de vue du gouvernement japonais, 5 €, ce n'est plus suffisant. D'autres pays facturent beaucoup plus. En Australie par exemple, on tourne autour de 33 € de taxes. Et pour quelqu'un qui fait un aller-retour Japon-France ou France-Japon, elle revient à 40 €. Le Japon estime donc qu'il est en retard et qu'il doit augmenter le montant pour faire face aux coûts liés au surtourisme, avec la collecte des déchets, la gestion des foules, les transports saturés, l'entretien des sites historiques, les infrastructures touristiques et j'en passe. Plusieurs scénarios sont aujourd'hui sur la table. On parle d'une hausse modérée de 10 à 15 €, pendant que d'autres imaginent une taxe beaucoup plus lourde, mais juste pour les étrangers. Cette dernière idée est très controversée parce qu'elle pourrait entrer en conflit avec des accords internationaux. Mais le simple fait qu'elle soit discutée montre bien l'évolution du débat. Pour les voyageurs, cette hausse, elle ne va pas ruiner un budget, c'est pas une petite taxe d'une dizaine d'euros qui va ruiner les plans de voyage de quelqu'un, mais c'est juste au-delà que c'est intéressant, c'est au niveau de la symbolique, parce que ça montre que le Japon a radicalement changé de ton. Si la taxe de départ donne déjà une idée du changement de mentalité nationale, Kyoto, de son côté, a décidé d'aller beaucoup plus loin. La ville est l'une des plus touchées par le surtourisme, au point que certains habitants parlent désormais d'un déséquilibre permanent. Les bus sont saturés, les ruelles ne sont plus praticables le week-end et les temples doivent mettre en place des sens de circulation pour gérer les foules. Pour répondre à cette situation, Kyoto a voté une hausse spectaculaire de sa taxe d'hébergement pour 2026. Et ce seront les hôtels haut de gamme qui seront le plus concernés directement, puisque cette taxe d'hébergement, elle pourrait représenter jusqu'à 10% du prix du logement. Les hébergements les plus modestes ne sont pas épargnés. Même si les montants restent bas, les hausses seront tout de même de l'ordre de x2 ou x4 selon les catégories. L'idée, c'est que les visiteurs contribuent davantage à toutes les mesures nécessaires pour rendre la ville vivable pour ses habitants. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'autres villes japonaises observent attentivement Kyoto. Si cette nouvelle politique fonctionne, c'est-à-dire que si les touristes continuent de venir, donc générant plus de recettes avec plus d'encadrement, alors il y a fort à parier que des villes comme Nara, Hakone ou Kamakura adoptent un modèle similaire. Pour les voyageurs, cela veut dire que dormir dans le centre de Kyoto, ça coûtera encore plus cher qu'aujourd'hui. Donc je pense que naturellement, il y aura pas mal de personnes qui vont faire le choix de dormir en périphérie ou dans des villes satellites comme Otsu, Uji ou encore Osaka en faisant des allers-retours. Ce n'est pas vraiment une mesure punitive, mais plutôt une réorganisation assumée du tourisme. Kyoto veut continuer à accueillir des visiteurs, mais pas dans les mêmes conditions qu'avant. Après, il n'y a pas que les taxes, le Japon commence aussi à encadrer physiquement l'accès à certains spots touristiques. Et forcément, le plus prestigieux de tous, c'est le mont Fuji. Voilà, il y a eu pas mal de déboires ces dernières années, avec pas mal d'embouteillages humains, d'accidents, de déchets tout le long de l'ascension. Donc le Japon a décidé de prendre les choses en main et ça a déjà pas mal changé. Pour grimper le mont Fuji, il faut maintenant faire une réservation obligatoire en ligne avec une taxe d'accès et un nombre de randonneurs limité chaque jour. Et ils ont même fermé l'ascension de nuit. Le mont Fuji est vu comme un test national parce que d'autres sites touristiques commencent à réfléchir à la même stratégie. On parle d'Arashiyama, la forêt de bambou, ou le Fushimi Inari à Kyoto, certains sentiers à Nara, et j'en passe. On va maintenant parler de ce qui risque de changer pour les résidents étrangers, et accrochez-vous bien, là aussi, ça risque de faire très mal au portefeuille. Quand on regarde les propositions actuelles du gouvernement, on sent que le Japon veut resserrer certains dispositifs vis-à-vis des étrangers qui étaient jugés trop permissifs. C'est surtout visible dans 3 domaines: le permis de conduire,
l'assurance santé et l'accès à certains statuts de résidence. Convertir son permis étranger en permis japonais, c'est quelque chose de surprenamment simple, en tout cas pour certains pays. Tu vas avoir les pays qui vont être exemptés de tests, comme la France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, et tu vas avoir les pays qui ne sont pas exemptés, qui eux vont devoir passer un test écrit et un test de conduite. Donc pour nous Français, c'est assez facile. Il suffit de faire traduire son permis par la JAF, de présenter les documents, et on peut obtenir un permis japonais sans repasser d'examen. Donc pas de questionnaire à 10 questions, ni d'épreuve de conduite. Et ça ne devrait pas bouger pour l'instant. Mais le gros du débat ne concerne pas vraiment les Français, il concerne les pays non exemptés, parce que eux, ils doivent passer un test théorique qui est jugé par beaucoup de Japonais comme un petit peu trop simple. Sauf qu'avec la hausse du nombre d'accidents impliquant des conducteurs étrangers, le gouvernement n'a pas eu besoin de plus de raisons pour les pointer du doigt, ce qui légitime cette décision de durcir les conditions d'obtention. Pour le moment, en tant que Français, on est un petit peu à l'abri de tout ça, et on prie pour qu'ils ne touchent pas à cette exemption. L'assurance santé japonaise, c'est un sujet dont on parle très rarement, jusqu'au moment où on s'installe vraiment ici. Et aujourd'hui, c'est l'un des points qui inquiète le plus les municipalités. Le principe est simple, si vous restez plus de 3 mois au Japon, vous devez obligatoirement rejoindre un système de santé, soit celui de votre entreprise si jamais vous travaillez à plein temps au Japon, soit le système national public. Sur le papier, tout est carré, mais dans la réalité, ça coince énormément. Selon une enquête du ministère de la Santé menée dans 150 municipalités, seulement 63% des résidents étrangers qui doivent payer leurs cotisations le font réellement. Chez les Japonais et les résidents établis depuis longtemps, on est plutôt autour de 93%. Donc l'écart est immense. Le gouvernement voit ça comme un énorme manque à gagner et le contribuable qui doit combler les trous, eh bien, il va pas forcément voir les étrangers d'un bon œil. Mais ce qui est important ici, c'est de ne pas tomber dans la caricature. Le problème ne vient pas d'une armée de mauvais payeurs. La vérité, c'est que beaucoup d'étrangers ne comprennent tout simplement pas le système. Certains viennent de pays où l'assurance publique n'existe pas, d'autres pensent à tort que l'assurance n'est obligatoire que si on va chez le médecin, d'autres encore ne reçoivent pas clairement l'information à l'arrivée ou ne savent pas comment payer car tout se fait par facture papier envoyée par la poste, parfois intégralement en japonais. Et je vous ai déjà raconté comment l'administratif au Japon a plus de 50 ans de retard. Le gouvernement reconnaît d'ailleurs que le problème est surtout lié à un manque d'explication. Le parti en place propose même une réforme assez radicale, faire payer tout ou une partie des cotisations à l'avance dès l'enregistrement en mairie au moment où l'on obtient sa résidence. Et ce n'est pas tout, parce que quand un étranger arrive au Japon, son revenu de l'année précédente est enregistré comme étant 0, ce qui fait que l'assurance qu'il va payer la première année, eh bien, elle va être extrêmement peu coûteuse. Et ça, automatiquement, ça crée un déficit dans le système, puisque trop de personnes paient trop peu la première année. Donc le gouvernement en fait a envie de modifier cette règle pour que les personnes n'aient pas une cotisation aussi peu chère dès la première année sans avoir réellement contribué au système. Concrètement, pour les gens qui vivent ici ou qui comptent s'installer, cela veut dire que l'assurance santé va devenir plus stricte, plus contrôlée et probablement un peu plus cher dès la première année. Après, le côté positif, c'est que leur système de santé est très bon, les frais sont bas et l'accès aux soins est très facile. Un autre point qui devrait toucher directement les résidents étrangers, c'est la hausse des frais liés au visa. Aujourd'hui, renouveler un visa coûte généralement autour de 20 à 30 € selon la démarche. C'est quasiment symbolique, surtout pour un pays où l'administration est extrêmement lourde et où chaque demande prend plusieurs heures de vérification manuelle. Mais en 2026, ça risque de changer. Les tarifs pourraient passer à environ 165 € pour certains types de renouvellement, soit 5 fois plus qu'aujourd'hui. Le discours officiel, c'est que les demandes explosent. Il y a plus de résidents étrangers, donc plus de demandes de renouvellement, plus de changements de statut, et que tout cela, forcément, ça a un gros coût administratif. Et évidemment, si vous devez renouveler votre visa tous les ans, comme beaucoup d'étrangers au Japon, cette hausse peut devenir significative. Ça va aussi concerner la résidence permanente, le fameux PR, le saint graal de tous les visas. Jusqu'ici, faire une demande de PR coûtait à peine 44 €, mais on parle de frais aujourd'hui qui pourraient grimper à 550 €. Et le pire dans tout ça, c'est que ce sera le même montant que ta demande soit acceptée ou rejetée. Donc en fait, tu payes juste pour soumettre ton dossier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces changements, ce n'est pas une série de mesures isolées. C'est une réponse globale à une situation que le Japon n'avait jamais connue auparavant. Un afflux massif d'étrangers dans un pays qui n'a pas été pensé pour ça. Pendant des décennies, le Japon, c'était un pays fermé, qui accueillait peu d'immigration et dont l'économie reposait principalement sur sa population locale. Alors même si la plupart des mesures peuvent sembler plus strictes, elles ne sont pas là pour punir les touristes ou les étrangers. Elles sont là pour préserver les lieux, fluidifier le pays et éviter les abus. Elles sont surtout là pour essayer de trouver un équilibre. Là où je trouve qu'ils sont un petit peu vaches, c'est sur le fait qu'ils se fassent de l'argent de poche sur le dos des personnes qui renouvellent leur visa ou qui vont demander une résidence permanente. Je comprends que les démarches soient lourdes, mais ils économiseraient beaucoup de temps et d'argent en modernisant leur administration archaïque, ce qui bénéficierait au système tout entier et pas que les services liés aux étrangers. Enfin bref, je m'égare. Donc au final, que vous prévoyez de venir voyager au Japon en 2026, que vous vivez ici ou que vous rêvez de vous y installer un de ces jours, eh bien la clé ça reste la même, se renseigner,
s'adapter et profiter à fond. Parce que malgré tout, malgré le fait que ce pays ce ne soit pas le pays des bisounours, eh bien cela n'en reste pas moins un pays exceptionnel. Et ça, aucune réforme risque de le changer.